à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est férié. Et à un moment où on célèbre la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, intéressons-nous au sort tragique réservé aux Juifs par les nazis. 6 millions de Juifs ont perdu la vie, parmi eux 500 habitaient la Seine-et-Marne. C'est leur histoire que nous vous racontons aujourd'hui avec l'aide de l'historien Frédéric Vier qui travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. C'est un reportage réalisé avec Sébastien Bounab et Déborah Delattre. L'émotion est toujours la même quand Daniel et sa sœur Rosette se rendent ici, dans le cimetière juif de Fontainebleau. Un caillou posé sur la tombe de leurs parents, signe que les descendants sont passés par là. Une plongée dans le passé, dans cette enfance marquée par les brimades, la fuite en zone libre et le souvenir de leurs grands-parents. Des grands-parents qui n'ont pu être enterrés ici. Leur nom est marqué sur une plaque au fond du cimetière, à côté de l'oncle Léon et de la soixantaine d'habitants de Fontainebleau, déportés et morts à Auschwitz. Quand on évoque le passé et quand on voit évidemment ce monument aux morts au fond du cimetière qui rappelle une infime partie des 6 millions qui ont disparu, je me pose, c'est même pas une question, mais je me dis pourquoi pas nous? Il faut que les enfants sachent, parce que quelquefois, je sais plus à qui je parlais, c'est « Ah mais nous on ignorait tout ça ». Je dis, mais c'est grave d'ignorer ça. Il faut absolument que les parents racontent. À l'époque, les grands-parents de Daniel et Rosette habitaient ici, à Fontainebleau, au-dessus de ce restaurant corse qui n'a pas changé d'enseigne. Après avoir émigré de Pologne en 1928, Jacques et son épouse Chaille s'installent avec leurs 3 enfants, d'abord à Paris puis en Seine-et-Marne 10 ans plus tard. Ils sont alors marchands forains et vendent des vêtements de travail sur les marchés de Melun. En octobre 1942, ils sont arrêtés, dénoncés sans doute par un voisin. Même sort pour leur fils Léon. Tous 3 sont transférés de la prison de Melun à Drancy avant d'être envoyés à Auschwitz. Aucun ne reviendra. Leur fils aîné, Abraham, le père de Daniel et Rosette, avait tenté de les alerter du danger, mais il n'avait pas voulu le suivre, lui et sa famille, en zone libre. Ils étaient assez inconscients en fait, ou alors ils ne voulaient pas le savoir, ils ne comprenaient pas, surtout ma grand-mère n'avait rien à se reprocher, elle disait mais nous on fait rien de mal, on est des gens, nous travaillons, nous sommes venus en France, on remercie, de toute façon on ne remerciera jamais assez la France de nous avoir accueillis, cette terre d'asile magnifique où enfin on peut travailler, où il n'y a pas d'antisémitisme. Elle ne voyait pas l'antisémitisme, elle n'y croyait pas. L'histoire de la famille Gerstenkorn, c'est l'une de celles que raconte Frédéric Vier dans son livre sur les Juifs de Seine-et-Marne. Cet historien seine-et-marnais est l'un des tout premiers à avoir pu accéder aux archives départementales sur cette période. C'est vrai qu'on avait quelques documents qui pouvaient nous faire imaginer ou faire penser quels avaient été le sort des fils d'Israël dans cette région, mais on n'en était pas sûr. Il a fallu attendre l'ouverture des documents qui avait été classé pour la période de 60 ans. Et donc à partir du moment où les archives départementales nous ont ouvert ces archives-là, ça m'a permis de découvrir beaucoup de documents. Parmi ces documents, il y a ceux concernant l'incendie de la synagogue de Fontainebleau. Nous sommes alors en 1941. Le pays est occupé par l'armée allemande. Sur la façade de la synagogue, plusieurs graffitis antisémites ont été tagués. Les rapports de police font également état de pillage. Et un soir d'avril, c'est un incendie qui ravage l'édifice religieux. Mais contrairement à ce qu'indique la plaque commémorative, ce n'est pas, semble-t-il, l'œuvre des nazis. En réalité, c'est un groupe de vauriens, de bandits, qui a sans doute été stipendié par un groupe de personnes, parce que la synagogue de Végéné soit à proximité du château. Donc on peut penser que ça peut être des gens d'extrême droite ou peut-être des commerçants que ça devait gêner, qui pensaient un jour ou l'autre pouvoir récupérer le terrain de cette synagogue. L'heure en tout cas est à l'antisémitisme déclaré. Depuis septembre 1940, une série de mesures anti-juives ont été prises par le commandement allemand, en zone libre aussi par le gouvernement de Vichy. Les préfets ont pour ordre de recenser les personnes de confession juive ainsi que leurs biens. Les autorités leur fournissent des papiers d'identité portant la mention juif en lettres rouges et à partir de 1942, le port de l'étoile jaune est obligatoire. Ces lois restreignent également l'accès dans les magasins ou dans les parcs publics. Les juifs n'ont pas le droit de posséder un poste de radio TSF, sont exclus de certaines professions
et les entreprises détenues par des juifs sont placées sous l'autorité d'un administrateur provisoire. Et les premières victimes de ces mesures anti-juives ont été ceux venus de l'étranger. C'est le cas en particulier des juifs autrichiens installés à Chelles. La société archéologique et historique de la ville a pu retracer l'histoire de leur passage. Plusieurs centaines, 600 peut-être, y ont trouvé refuge en 1938 au moment de l'annexion de l'Autriche par Hitler et avant la promulgation en France des lois anti-juives. Les documents retrouvés font état de l'installation d'un foyer pour travailleurs autrichiens situé au 29 rue Albert Caillou, devenu aujourd'hui le numéro 37. Intellectuels pour la plupart, c'est ici qu'ils apprenaient un nouveau métier manuel. Ces adultes qui ne pouvaient pas exercer leur vrai métier ici, devaient apprendre un métier manuel. C'était le seul possible dans cette période-là en tout cas. Et donc ils ont appris, ils ont suivi des cours pour pouvoir exercer ce métier manuel. Ces réfugiés étaient formés dans la maroquinerie, la passementerie, la coiffure ou même la cosmétique. De nombreux hommes apprenaient également le travail dans les champs. Les femmes s'occupaient aussi de tenir la cuisine. Près de 250 repas étaient servis ici chaque jour. Un foyer à but social donc, pas question de travail forcé. L'arrivée de ces juifs avait été prise en charge par le comité d'assistance aux réfugiés que parrainait le baron de Rothschild et les formations gérées par une organisation juive mondiale, l'ORT. Mais avec l'occupation allemande en 1940, ces nouveaux habitants ne sont plus les bienvenus. Déjà assignés à résidence, les nouvelles lois donnent le pouvoir au préfet d'interner tous les juifs étrangers. À partir de juillet 41, ils sont donc arrêtés et conduits dans un camp de transit dans le sud du département à Damary-les-Lys, à proximité des ruines de l'ancienne abbaye royale. On ne sait pas aujourd'hui dans quel bâtiment de ce parc ces juifs ont été enfermés, ni même si ce bâtiment a été détruit. Simple point de passage où se réglaient les dernières formalités administratives, le camp est tout de même resté ouvert plusieurs mois, car il ne pouvait accueillir qu'une cinquantaine de personnes à la fois. Après quelques jours sur le site, les Juifs étaient donc conduits par camion vers les camps de Bonne-la-Rolande ou Pithiviers, avant Drancy. Des premières arrestations bientôt étendues à l'ensemble de la population juive, en zone occupée, en zone libre aussi. Les premières rafles ont lieu, comme au Veldiv à Paris à l'été 42, en Seine-et-Marne aussi. Dès 1942, les Juifs ont été arrêtés en France, Seine-et-Marne, par ordre du préfet, arrêtés par la police française, notamment par les gendarmes. Ils étaient emprisonnés dans la prison de Melun, qui n'est pas la prison centrale, mais vraiment une prison de commissariat, et après transférés par train à partir de la gare de Melun jusqu'à Drancy. C'est du camp de Drancy ensuite que partaient les convois pour Auschwitz en Pologne, destination finale pour beaucoup. Environ 6 millions de Juifs ont perdu la vie dans les camps de concentration nazis. Pour la Seine-et-Marne, Frédéric Vie estime entre 450 et 500 le nombre de Juifs arrêtés et déportés. 20% d'entre eux ont réussi à en réchapper. À la Libération, les Gerstenkorn, qui s'étaient cachés en zone libre, sont revenus sur les traces de leurs grands-parents déportés. Ils se sont installés juste à côté de Fontainebleau, à Avon. Et aujourd'hui encore, cette histoire est bien présente. Elle a marqué leur vie. Ce qui fait dire à Daniel qu'il se sent juif de la Shoah. Si cette histoire n'avait pas existé, peut-être du fait que mon père n'était pas du tout pratiquant, il était même anti-religieux, absolument, peut-être nous ignorions, peut-être aujourd'hui, on pourrait peut-être ignorer même d'où nous venions. Je suis attaché à mes origines. Être juif aujourd'hui, pour moi, c'est appartenir à ce peuple. Et si je ne pratique pas, si je ne sais pas lire l'hébreu, c'est pas cela qui m'enlève profondément mon attachement à mon origine. Chaque communauté a son histoire. Frédéric Vie a écrit une nouvelle page de celle des Juifs. Un peu plus de 2 ans à rechercher les documents, recenser le nom des victimes et aujourd'hui le sentiment du travail accompli. C'est un livre témoignage, et non seulement ça, un témoignage, non seulement pour moi, pour ma famille, mais aussi pour l'ensemble de la communauté juive et sur la communauté nationale. Ça fait partie du patrimoine, et c'est une histoire qu'il fallait révéler et mettre à la disposition du public. Il n'oublie pas non plus la vingtaine de justes Seine-et-Marnais qui ont protégé des Juifs et auxquels il rend hommage. Une histoire de la Shoah dont on ne connaît pas tout encore, et qu'il faudra toujours garder en mémoire.
Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers le livre de Frédéric Vier. À visiter également le mémorial de la Shoah qui se trouve à Paris dans le 4e arrondissement. Tous les renseignements sont sur le site www.memorialdelashoah.org. Merci à tous ceux qui ont participé à ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.